Bonjour à tous et bienvenue sur Les Numériques, c'est Raphaël Benteo qui vous parle. J'ai pu prendre en main le Mac Studio pendant quelques jours afin de le tester et je vais vous en dire un peu plus sur cette machine qui ressemble, ma foi, quand même à un petit Mac Mini que vous connaissez déjà sans doute. En matière de design, Apple ne s'est pas foulé puisque le format de son Mac Mini a été repris quasiment à l'identique. Il est simplement beaucoup plus haut comme vous pouvez le voir sur les images. Au niveau des matériaux, on est toujours sur de l'aluminium anodisé, mais évidemment la connectique change ici puisqu'on va trouver à l'avant sur notre modèle Ultra seulement 2 ports Thunderbolt 4 et un lecteur de carte UHS 2, alors que le modèle en M1 Max est équipé de ports USB-C 3.2 classiques. À l'arrière, vous allez trouver une connectique beaucoup plus complète avec 4 ports Thunderbolt 4, un port Ethernet, l'alimentation évidemment, 2 ports USB-A et un port HDMI ainsi qu'une prise MIDI jack pour brancher son casque. Sous le châssis, vous trouverez la grille d'aération qui sert à la prise d'air, mais vous voyez aussi que comparé à un Mac Mini qui pouvait s'ouvrir très facilement, aujourd'hui c'est quasiment mission impossible. À l'heure actuelle, je ne sais même pas vous dire comment on peut ouvrir ce Mac Studio. N'oubliez pas que depuis l'architecture M1, il est maintenant impossible de changer ses composants et vous ne pourrez donc pas ajouter de la RAM, changer de processeur ou changer de SSD. Donc pensez bien à tout ça au moment de passer à la caisse puisque vous ne pourrez plus faire évoluer votre ordinateur et il faudra veiller à choisir la configuration qui vous convient aujourd'hui et pour les années à venir. Un petit mot concernant la partie audio de l'ordinateur, on a une sortie casque qui est évidemment excellente comme d'habitude chez Apple, avec une distorsion d'à peine 0,002%, une diaphonie qui est imperceptible et surtout avec un niveau de 340 mVRMS qui est amplement suffisant pour utiliser des casques de monitoring ou de Hi-Fi pour les professionnels notamment. Ce qu'Apple ne nous avait pas dit, c'est qu'on a des haut-parleurs qui sont insérés dans le châssis, ils en ont vraiment pas parlé pendant la keynote et c'est tout simplement parce que ces haut-parleurs sont anecdotiques. Ils servent en fait essentiellement à diffuser des sons système, à l'allumage par exemple, et vraiment pour dépanner si vous branchez l'ordinateur à un écran qui n'est pas équipé d'un système audio. Du coup, vraiment, ne vous attendez pas, comme sur les autres MacBook ou le Apple Display qu'on vient de tester aussi, à pouvoir écouter vos musiques ou regarder des films avec ça, c'est vraiment pour dépanner au cas où. Avant de passer aux performances qui nous intéressent, on va rappeler un petit peu les configurations dont on dispose et que vous pourrez commander sur le site d'Apple. Pour les besoins de nos tests, on nous a fourni une bête de course puisque nous avons un Mac Studio équipé d'un M1 Ultra, la nouvelle puce qui a été présentée pendant la keynote. Et dans cette configuration, on a aussi 128 Go de mémoire unifiée, 2 Tera de SSD et la plus grosse configuration processeur puisqu'on a 20 cœurs processeur et 64 cœurs GPU. Donc ici, c'est vraiment une très grosse configuration puisque la facture s'élève à 7130 €. C'est vraiment énorme. Il existe heureusement des configurations un peu plus entrée de gamme, mais il faudra quand même débourser 4600 € pour la configuration la moins chère. À ce prix-là, vous aurez le droit à une configuration en M1 Ultra avec 48 cœurs GPU seulement et 64 Go de RAM. Il existe aussi une configuration en M1 Max, la puce qu'on trouvait déjà sur les MacBook Pro qui sont sortis il y a quelques mois. Vous aurez alors 10 cœurs CPU et 24 cœurs GPU pour 2300 €, ce qui est quand même vachement plus abordable. Ils ont donc depuis sorti la puce M1, on a aussi eu du M1 Pro récemment et du M1 Max, deux puces qu'on retrouvait dans les MacBook Pro sortis très récemment. Ce qu'Apple nous avait caché, c'est qu'en fait le M1 Max est composé d'une bande de transistors qui permet de relier entre eux deux M1 Max pour en faire une toute nouvelle puce qu'ils ont appelée le M1 Ultra. Comme d'habitude dans le cadre de nos tests, on a utilisé Handbrake et Adobe Premiere pour l'encodage vidéo ou encore Blender pour faire du rendu 3D. Après la conférence d'Apple, il y a vraiment une énorme hype autour de ce nouveau processeur et on s'attendait à des performances hors normes autant sur la partie processeur que la partie graphique. Mais globalement, au niveau des performances, on est plutôt au niveau d'un Intel Core i5 12600K, donc de 12e génération, les nouveaux processeurs d'Intel. Selon les logiciels utilisés, on peut quand même aller jusqu'au niveau d'un Core i9 sous Blender ou sous Cinebench par exemple, mais globalement, les performances sont quand même bien en deçà pour le moment. Pour comparer à un processeur de chez AMD par exemple, on est légèrement au-dessus d'un Ryzen 7 5800X et si on voulait le comparer aux résultats qu'on avait eu avec le M1 Max, on est entre 5 et 50% de performance supplémentaires selon les applications encore une fois, et sous Cinebench R23 par exemple, on a des performances qui sont quasiment doublées puisqu'on a eu des performances supérieures de 96%. Si les performances peuvent paraître un peu décevantes sur le papier, il faut aussi bien comprendre que toutes les applications ne sont pas encore optimisées pour profiter des vainqueurs CPU du M1 Ultra. On espère que cette optimisation des logiciels sera faite très prochainement
prochainement. Généralement, ça va assez vite avec Apple, donc il faudra attendre quelques semaines, quelques mois pour voir les logiciels profiter pleinement de tous ces cœurs CPU. Alors évidemment, tous ces temps de traitement peuvent être largement diminués à l'aide de l'accélération matérielle dans certains logiciels comme Adobe Premiere ou Blender, et c'est tout l'intérêt des cœurs GPU qui sont présents dans la puce. Au niveau des résultats qu'on a obtenus, on est à peu près au niveau d'une RTX 3070 de bureau, donc ce qui est vraiment pas mal, mais qui est quand même assez loin de la 3090 qui était annoncée pendant la keynote. Dans l'absolu, c'est pas vraiment au niveau des grosses configurations PC qu'on peut trouver, mais les résultats sont quand même impressionnants dans un boîtier si compact et qui consomme si peu d'énergie. Alors je vous ai dit qu'en matière d'accélération GPU, on était à peu près d'une 3070 de Nvidia, mais est-ce qu'on peut jouer avec un Mac? On avait essayé plusieurs fois depuis la sortie des premiers M1, on lance toujours notre cher Tomb Raider et son benchmark intégré. Là on a eu plus de problèmes qu'à l'habitude, même si on a réussi à dépasser les 100 FPS, on a eu des gros problèmes de drop qui ont ralenti l'image, et ça c'est dû au grand nombre de cœurs GPU présents dans la puce et le CPU qui n'arrive pas à suivre pour afficher les images de manière bien fluide. Là encore, la faute n'est pas à rejeter sur Apple puisqu'on est encore en présence d'un problème d'optimisation. Le jeu n'est en fait vraiment pas fait pour supporter autant de cœurs GPU et CPU. Alors évidemment, on se doute que les logiciels propres à Apple comme Final Cut ou Logic Pro sont bien mieux optimisés, mais c'est des logiciels que nous, on n'a pas décidé d'utiliser dans notre protocole de test pour la bonne et simple raison qu'on peut pas utiliser ces logiciels à la fois sur Mac et sur PC. D'ailleurs, c'est une question que nous on se posait, on ne sait pas si vous, en tant qu'utilisateur pro ou amateur expert, quand vous achetez un MacBook ou un Mac, si vous êtes plutôt Adobe ou si vous utilisez des logiciels comme Final Cut de chez Apple. N'hésitez d'ailleurs pas à nous dire ça dans les commentaires de la vidéo. Une des différences principales que vous avez entre ce Mac Studio et les PC, c'est aussi évidemment le format. Ici, on est sur quelque chose de vraiment transportable au besoin, alors qu'avec une tour de PC, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Un autre élément important et souligné par Apple, c'est aussi la consommation. Ici, on a relevé une consommation d'à peine 80 watts, alors que les nouveaux processeurs Alder Lake d'Intel peuvent monter facilement jusqu'à 390 watts pour les plus performants, donc la différence est vraiment énorme. Au total, on a relevé en utilisation CPU plus GPU à peine 125 watts de consommation, alors que si vous comparez à un GPU GeForce RTX 3070 par exemple, on a une consommation de 220 watts juste pour la carte graphique. Donc selon les configurations que vous avez de part et d'autre, vous pourrez consommer 3 à 4 fois moins qu'un ordinateur classique. Sur ce plan-là, il faut vraiment saluer Apple qui a réussi à faire une belle prouesse en termes de consommation énergétique. En matière de chauffe, on a relevé à peine 45 degrés à la sortie, et en termes de ventilation, elle reste très faible, et on a dû activer plusieurs logiciels en même temps pour la faire pousser à fond, et on a relevé moins de 34 décibels, ce qui est vraiment très silencieux. Alors en définitive, à qui s'adresse ce Mac Studio? Vraiment aux professionnels ou aux amateurs experts qui ont envie d'un produit qui reste compact, silencieux, même si en termes de performance, on ne sera pas au niveau des plus grosses configurations PC. Si vous êtes déjà dans l'écosystème Apple, on vous conseille évidemment de partir sur ce Mac Studio, mais en revanche, si vous n'êtes pas vraiment attaché à leur logiciel propre, on peut difficilement vous conseiller une configuration qui coûte 5, 6, 7 000 euros, alors que du côté PC, vous trouverez des configurations plus rapide, plus performante pour un prix qui est quand même bien inférieur. Effectivement, pour les professionnels, c'est les temps de traitement qui seront le plus intéressants, et dans ce cas-là, il faut vraiment avouer que des configurations PC bien plus modestes, avec une 3070 par exemple et un Core i9, va vous coûter 2 ou 3 000 euros au maximum. Mais encore une fois, il y a la question de l'optimisation qui se pose, et on verra donc au cours des prochains mois comment les logiciels et comment ce Mac Studio va réagir en termes de temps de traitement notamment, et on aura hâte de pouvoir retester ça ou sur les prochaines machines que fournira Apple. Et voilà, c'est tout pour ce test du Mac Studio M1 Ultra. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous faire part de votre usage de ce type d'ordinateur, si vous êtes plutôt logiciel propre à Apple ou logiciel de la suite Adobe par exemple. Ça nous permettrait de vous proposer un protocole de test plus proche de votre usage au quotidien notamment. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos sur les numériques.